Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur EDEN TV, Diaspora FM 102.3 pour le rendez-vous de l'actualité politique. Dimanche politique reçoit aujourd'hui une personnalité membre de l'Union fait la nation. Je n'en dirai pas plus en attendant que James William Gbagidi ne lève un coin de voile sur cette personnalité que nous recevons. De toute façon, on va aborder son actualité. Il est membre de l'Union fait la nation. Vous savez que l'actualité de l'Union fait la nation, c'est bien les primaires devant aboutir à la désignation du candidat unique de cette coalition politique pour le compte des prochaines élections présidentielles au Bénin. Quels sont les critères essentiels qui devraient guider le choix du candidat UN? Est-il possible qu'en dépit des deux candidatures enregistrées à l'intérieur, l'UN choisisse un candidat qui ne soit pas membre de l'Union fait la nation? Entre autres questions que nous allons poser à notre invité, on prendra également son avis sur la désignation du Premier ministre béninois Lionel Zinsou en tant que candidat unique pour le camp présidentiel, la coalition FCBE au pouvoir depuis 2006. On n'oubliera pas l'actualité judiciaire au Bénin. Vous le savez, que deviennent les décisions de justice depuis 2006 à nos jours. Le président de la République du Bénin, à l'occasion d'une visite récente aux travailleurs de l'organisation commune Bénin-Niger-OCBL, les a assurés de sa volonté de passer outre la décision de justice rendue récemment sur le sujet qui enjoint le groupe Bolloré de cesser les travaux sur le site. Une décision qui a cette semaine sorti de ses gonds l'Union nationale des magistrats du Bénin. On prendra également l'avis de notre invité qui était également face cette semaine aux professionnels des médias. En interactualité, on parlera du dénouement politique au Burkina Faso avec l'élection de Marc Christian Kaboré à la tête du pays. Merci de votre fidélité renouvelée à Dimanche politique pour lever le coin de voile sur notre personnalité. James William Gbagidi, bien installé. Bonjour James. Bonjour à vous, tranquille Arcade Benotin. Bonjour à nos amis téléspectateurs de EDEN TV, bien sûr, aux auditeurs de Diaspora FM. Né le 13 mars 1952 à Dangbo, dans le département de l'Ouémé, c'est bien là que la personnalité que nous recevons aujourd'hui a connu le jour. Elle a effectué ses études primaires et secondaires à Dangbo, à Adjourou et à Porto-Novo, au célèbre lycée Béanzin de Porto-Novo. Il a obtenu là-bas un baccalauréat de série C, mention bien, c'était en 1973. En termes de formation universitaire, il a fait commencer par la physique chimie qu'il a fini par quitter pour se consacrer aux sciences économiques. Et il obtient sa maîtrise en 1979. Fait particulier pour l'obtention de cette maîtrise en sciences économiques, il est sorti de prison pour venir faire sa soutenance, puisqu'il a été arrêté et détenu durant 6 années sous le régime marxiste-léniniste du président Mathieu Tchabé-Tchad Kérékou. Il est sorti de prison le 2 août 1984, à la même date donc que l'abbé Alphonse Quenom et le capitaine Janvier Assoba, tous de regrettée mémoire, ainsi que la quarantaine de personnes qui avaient été arrêtées en même temps que lui en novembre de la même année, c'était donc en 1984. Il entre au Centre d'études et de formation des administrateurs publics, CEFAP, qui deviendra bien plus tard l'École nationale d'administration. Mais il ne sera pas recruté à la fonction publique, fait exceptionnel pour cette période-là où pratiquement tous ceux qui sortaient de l'école, de l'université, étaient reversés à la fonction publique, mais il était perçu comme un anti-révolutionnaire. Il ne sera donc pas recruté dans la fonction publique. Il va travailler dans le privé. Il fonctionnera presque toujours dans le privé. Il travaillera notamment en Europe, en France, dans un laboratoire, le laboratoire Renaudin, où il sera le responsable international. Il est rentré finalement en 1990 à la faveur de la Conférence nationale des forces vives. Il sera élu député un an plus tard en 1991, député UNDP, le parti de l'ancien président Émile Derlin-Zinsou. Puis il va créer le MDS, le Mouvement pour la démocratie et la solidarité, parti, 23e parti sur la liste des partis créés sous le régime du renouveau démocratique. Avec ce parti, il a été constamment élu député de 1991 jusqu'à 2007. Mais en 2015, il va échouer à cette tentative de retourner. Jusqu'en 2011, en tout cas, il a été réélu. Là, c'était sous la couleur de l'Union fait la nation. Mais en 2015, il va échouer dans cette tentative
de renouveler son mandat parlementaire. Pour ceux qui connaissent donc ce parcours, vous avez deviné que nous recevons pour vous aujourd'hui M. Saka Fikara. Il est président du mouvement pour la démocratie et la solidarité. Il est ancien député, membre de l'Union fait la Nation. Il demeure membre de l'Union fait la Nation. Honorable, bonjour. Bonjour, M. Ouaguidi. Merci à vous Bonjour, M. Benotin. Merci donc à vous d'accepter notre invitation pour Dimanche Politique, l'émission politique de Eden TV de Diaspora FM, qui donc reçoit pour les téléspectateurs et auditeurs aujourd'hui votre personne. Premières impressions à votre arrivée à Eden TV Diaspora FM. Merci. Merci à vous tous. Merci à tous les téléspectateurs de Eden TV. Mais je suis rentré ici, la première impression, c'est que vous êtes vraiment à la pointe de la technologie. Merci. Je trouve que vous êtes très équipés. Je suis rentré dans un studio au Nigeria une fois. Je trouve que vous êtes même en avance sur eux. Et j'espère que c'est la première impression, c'est la première chose qui m'a impressionné. Je pense que vous ferez du bon boulot pour les Béninois avec ces équipements. Merci à vous, honorable. Merci d'avoir accepté de nous accompagner tout au long des 90 minutes que va durer donc cette émission dure donc 1h30. Vous qui avez passé 6 années dans l'univers carcéral sous le régime marxiste-léninisme, cette émission intervient alors que dans une ambiance de deuil national, le pays pleure le général Mathieu Kérékou. Quel souvenir gardez-vous de l'homme? Je crois que pour juger un homme, il faut regarder tout son parcours. Je considère le président Kérékou comme un homme avec ses défauts et puis ses qualités. Pour faire plus court, je dirais que c'est un homme, en définitive, qui a reconnu certaines erreurs. Il a reconnu au fond de lui-même. Il a reconnu qu'il a fait certaines erreurs. Et lorsque l'occasion lui est donnée, il a tout fait de corriger cette erreur. Voyez-vous, moi, j'ai appelé à voter pour Kérékou en 96, la seule fois d'ailleurs. Mais ce n'est pas ça, le fait que je voudrais montrer concernant la vie de Kérékou. Mais c'est qu'il a parlé, il a discuté, il a dit tous ses points de vue avec tous ses pires adversaires. Le président Émile Derlin Zissou, qui a été condamné 3, 4, 5 fois à mort. Mon ami Gracier Poyon, qui est devenu son conseiller diplomatique, lorsqu'il se retrouve, il parle de leur histoire et on sent chez lui qu'il reconnaît et qu'il a fait certaines choses, qu'on ne devrait pas faire certaines choses qu'il a faites, et que la liberté, la démocratie est plus facile à gérer que de comprimer les esprits. Ça, c'est pas la force. Lorsque vous êtes en démocratie, que vous laissez les gens parler, que vous laissez le débat se faire, c'est mieux à gérer. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Ça ne demande pas la répression. Avant même que vous ayez à intervenir, vous remarquez que d'autres personnes qui sont d'avis contraire lui répondent déjà. Et vous êtes tranquille. Je crois que même si
Kérékou a fait beaucoup d'erreurs. Pendant les 17 ans de révolution, il a reconnu. Et pendant les 10 ans qu'il a fait pendant le renouveau démocratique, il a tout fait de corriger ça. Et pas de répression, dans le dialogue, dans les libertés. Et ça, si on le prend, un homme en entier, je crois que ce n'est pas mal. Voilà tout ce que je vais dire. Ce n'est pas mal. On ne peut pas dire qu'il est mauvais à l'infini, ni qu'il est bon à l'infini, mais c'est un homme qui s'est corrigé. Très bien, nous allons maintenant parler de vous, de Saka Lafia en personne. Saka Fikara. Pardon, Saka Fikara en personne. Nous allons nous intéresser aux dernières législatives au cours desquelles vous avez, après 5 législatures successives, été battu pour ce combat. Comment peut-on expliquer votre défaite au niveau de ces élections, celle de 2015? Après mon échec aux dernières législatives, j'ai remarqué une chose. D'abord, comme je l'ai dit à mes amis, je remercie beaucoup toutes les populations de ma région qui m'ont envoyé pendant plus de 20 ans à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas rien dans la vie d'un homme. Je constate que les dernières élections, après coup, je me suis rendu compte que je me suis un peu vautré dans le... Disons, je me suis dit, bon, il n'y aura pas de problème. Et on n'a pas fait, on n'y a pas mis du cœur comme les autres fois. Alors que j'étais sur une liste noire du président Yaïboni qui a déversé des tonnes et des tonnes de moyens dans la région. Mais aussi, je considère qu'un homme ne peut pas faire la même chose toute sa vie. Néanmoins, vous avez crié à la fraude pendant que les résultats... Je viens, je n'ai pas fini. Les dernières élections ont une particularité, excusez-moi, surtout dans l'Ouémé. Moi, je ne me suis jamais fait élire à quoi que ce soit, ni mes partisans, par la fraude. J'ai toujours dit à mes partisans de s'éloigner de ces pratiques. Et c'est vrai. Le matin, j'ai appelé certains amis pour dire, ah, il y a quelque chose qui se passe chez nous. Si nous ne savons pas faire, nous allons couler. J'ai appelé en l'occurrence le député Azana et j'ai dit, ah, mes gens viennent de constater une chose. Il y a des milliers de votes par procuration. De vraiment veiller à cela. Mais quand moi je l'appelais, il était déjà midi. Nous n'allons pas passer notre temps à ça. Il y a eu beaucoup de fraude dans ma région. Un seul chiffre. Dans ma circonscription, il y a 32 000 votes par procuration. Dans les 5 communes de la 20e circonscription. 32 000 votes par procuration. Dans ces conditions, je me suis dit, j'ai échoué, je passe à autre chose et la vie continue. Je n'ai pas beaucoup regretté cela. Non, je ne crois pas. Je crois que ceux qui sont allés, ceux qui sont de la circonscription, qui sont allés à l'Assemblée, n'ont qu'à faire leurs armes, ils n'ont qu'à démontrer sur quoi ils sont capables. Et puis, pour me rassurer, je me suis dit, les populations veulent autre chose. Je les comprends. Voilà.
Voilà, honorable, vous avez indiqué tout à l'heure que vous ne pouvez pas faire la même chose tout le temps. Après votre échec lors des dernières législatives, que devenez-vous? Avez-vous pris votre retraite politique anticipée? Non, pas du tout. Je n'ai pas pris ma retraite politique. Je ne fais pas que de la politique. Je suis un chef d'entreprise. Lorsque je suis revenu à la faveur de la conférence en 1990, j'ai créé une entreprise, et pas une grande entreprise, mais ça me permet de trouver des moyens pour faire vivre ma famille, mes amis, mon parti, tout ça là. Et j'ai repris mes activités de chef d'entreprise. Et que sont devenues vos activités politiques? Non. Toujours. Je combine les deux. Et je trouve que j'ai plus de temps aujourd'hui de réorganiser mon parti, de le restructurer, de faire de la formation des cadres de mon parti et de me consacrer un peu plus aux activités de l'Union fait la nation. Ça va, je crois que... Mais je me suis découvert à la faveur de certains éléments, de certains derniers éléments, que l'indignation politique, l'indignation saine que le citoyen doit avoir face à certains événements manque dans le pays. Nous avons suivi ici un certain nombre d'événements sans réaction. Et je trouve que ce n'est pas bien. Nous allons, dans votre programme, nous allons probablement revenir dessus. Mais je trouve que nous devons être vigilants politiquement. Vous les jeunes, vous devez être vigilants politiquement. Qu'est-ce que vous appelez exactement l'indignation saine? L'indignation saine, c'est ça que je ne trouve pas dans le pays. Je donne un exemple. Lorsque la plus grande structure exécutive de notre pays se réunit, c'est-à-dire le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres. C'est la plus grande instance exécutive, avec une vingtaine de ministres, le président de la République en tête. Qu'à la fin de cette assise, de ce conseil, il y a un communiqué qui dit que ce conseil-là, avec le chef de l'État en tête, refuse l'exécution d'une décision de justice. Et que ça passe facilement dans le pays. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Même si ce Conseil des ministres a fait cette erreur, mais que font les intellectuels du pays? Que font les démocrates du pays? Quelle est l'attribution principale du chef de l'État? Qu'est-ce qui nous permet de vivre aujourd'hui, que nous soyons ici tranquillement, que des gens ne viennent pas nous casser? C'est parce qu'il y a des lois pour réprimer ça. Le jour où quelqu'un va venir ici vous casser, que la justice va condamner, et que celui qui est chargé, le président de la République, le chef des armées, il n'est pas le chef des armées. Il faut que les gens comprennent. La substance
de cette assertion. Il est le chef des armées. C'est-à-dire, il a la force publique. Pas pour faire la guerre, mais pour faire respecter les décisions de justice, entre autres. Lorsque le chef de l'État, qui a l'armée, qui a tout en sa disposition, il est le chef, lorsque la principale fonction, la principale attribution qu'il a en tant que chef des forces, lui-même viole cette attribution et que personne ne dit rien dans le pays, je crois que moi, je suis indigné. C'est ça que j'appelle indignation saine. Mon indignation, quand je parle d'indignation saine, ce n'est pas une indignation envers ceux qui ont commis la faute. C'est une indignation envers ceux qui vivent ça et qui se taisent. Et c'est dans leur silence, petit à petit, comme des strass qui s'entassent. C'est comme ça que le lit de la dictature se fait. Toujours. C'est dans le silence. C'est dans le silence. Dans la non-dénonciation des erreurs. Quand ça s'entasse, ça devient la dictature. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi des personnalités de ce pays, des intellectuels de ce pays vivent tout ce que vous venez de décrire et ont choisi carrément de se taire dans un instant. Mais avant, on va parler des élections, des primaires au sein de l'Union fait la nation. Monsieur Saka Fikara, jusqu'à quand faut-il encore attendre le choix du candidat unique au sein de votre coalition politique? Merci, Monsieur Benoît. Je voudrais dire ceci pour vos téléspectateurs et pour tout le pays en même temps, tous ceux qui ne savent pas ce qui se passe en fait au sein de l'Union fait la nation. Nous avons fait 3 élections législatives, communales et municipales et puis locales. Et puis, au cours de ces 3 élections, l'Union fait la nation a toujours été deuxième pour les 2 variables suivantes. Le nombre d'élus et le nombre de voix. L'Union fait la nation. Donc, nos militants sont en mesure de dire, oh, si nous allons aux élections présidentielles, dans le pire des cas, nous serons deuxième tour. Mais lorsque nous nous sommes réunis au sein de l'Union fait la nation, nous avons remarqué que l'Union fait la nation qui est allée aux élections, à ces 3 élections, n'est plus la même. Il y a ce que nous avons appelé la coalition électorale Union fait la nation, et puis l'Union fait la nation originelle. Je ne sais pas si on avait fait vraiment les calculs, quel rang aurait occupé l'Union fait la nation originelle, si nous étions allés seuls. Mais nous sommes allés avec d'autres partis. Et nous remarquons que aujourd'hui, que ceux qui se sont ajoutés à l'Union fait la nation originelle pour aller aux élections, il y a beaucoup qui sont partis. Il y a le parti de mon ami candidat Zanaï qui a choisi un candidat. Il y a le député Djogbenou qui est parti avec son parti. Et il y a la députée Claudine Prudencio qui est partie. Je n'ai pas eu les dernières élections de l'autre parti qui a formé avec l'Union originelle la coalition électorale Union fait la nation. Je vais parler du député Da Huanyi. Alors, lorsque nous nous sommes réunis, nous avons dit, bon, voilà. Nos militants, à la base,
nous avons la pression. Unanimement, tout le monde a dit, nous voulons gagner. Il faut choisir un candidat qui nous fasse gagner. Voilà. C'est une exigence. Et je vais vous dire, moi, lorsque nous nous sommes réunis plusieurs fois, les cadres de mon parti, les militants qui sont sur le terrain, qui travaillent tout le temps sur le terrain, ils m'ont dit, Monsieur le Président, si nous ne gagnons pas les élections présidentielles, c'est fini. Ce n'est pas fini seulement pour le MDS, ce sera fini pour l'Union fait la nation. Donc, faites tout, réfléchissez. Écrivez tous les scénarios qui nous permettent de gagner. C'est ça. C'est ça là, la base sur laquelle nous travaillons. Bon, donc, on a lancé les candidatures. Comme vous savez. Justement, vous avez défini des critères pour choisir le candidat qui peut permettre à l'Union de l'emporter. Est-ce qu'on peut savoir rapidement quels sont ces critères-là? J'en viens. Nous avons dit, avant qu'on choisisse le candidat, nous avons 2 candidats que vous connaissez. Le député Éric Oundété et puis le député Emmanuel Golou. Nous leur avons dit, allez sur le terrain, allez parler avec les autres formations politiques, ralliez-les à votre cause, pour que, si c'est vous que l'Union choisisse, qu'au moins ce qu'on a perdu par ceux qui ont quitté l'alliance électorale, on puisse les gagner. On a dit ça aux 2. Et ça, compte tenu de la pression des militants de la base, c'est ça le critère le plus important. Avez-vous l'impression que les 2 ont fait ce travail préliminaire sur le terrain? Je pense que dans la semaine, de toute façon, ça ne durera plus. Nous avons fait toutes les consultations de tous les partis. La semaine prochaine, chacun d'eux viendra pour dire, voilà les partis qui viennent avec nous. Voilà les partis qui viennent avec nous. Parce que les militants, beaucoup de responsables de l'Union disent, si nous allons avec l'Union originelle, c'est fini. On ne peut pas gagner. Donc alors nous sommes là aujourd'hui. En fait, lorsqu'on parle de moyens, on met les moyens au devant, je sais que si nous choisissons un candidat à l'interne aujourd'hui, il aura en face de lui la machine du fric du président Yahya Boni, comme nous l'avons eu lors des législatives et des élections communales et locales. Il aura devant lui des hommes qui ont les moyens, que tout le monde sait qu'ils ont les moyens. C'est mon ami Talon et Patrice et mon ami Sébastien Adjavon. Vous voyez? Donc c'est là, tout au moins dans l'esprit collectif, c'est des gens qui ont de l'argent. Pour le candidat de FCBE, pour le candidat Yahya Boni, c'est réel. Nous l'avons expérimenté sur le terrain. Ils ont mis beaucoup de moyens. Donc alors, mais nous disons, d'abord le premier critère, qui sont ceux qui se rallient à nous. Qui sont ceux qui se rallient à nous. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. On ne va pas dire que nous irons aux élections avec l'UN originelle. Ce n'est pas possible. Si nous allons, nous ne respectons pas la consigne de nos militants. Parce que certains disent, si nous n'avons pas un candidat interne qui nous permette de gagner, qui a rallié à lui beaucoup d'autres formations politiques crédibles, si nous n'avons pas,
nous vous prions d'aller chercher à l'extérieur de l'UN. C'est ça. Est-il réellement possible qu'en dehors de ces deux candidatures, c'est-à-dire celle du député Eric Rondeté et celle du président Galou, que l'Union fait la nation choisisse un candidat à l'extérieur? Ce n'est pas exclu que je sache. Ce n'est pas du tout exclu, puisque nous avons mandaté. Il y a quelques mois, j'ai cru entendre le président Amoussou, au moment où la déclaration de candidature de Patrice Talon commençait à devenir une chose sérieuse, j'ai cru entendre le président Amoussou et d'autres membres de l'Union Fédération dire que parmi les critères fondamentaux, que c'est un membre, un militant originel de l'Union Fédération qui doit être le candidat porté par l'Alliance. Oui. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le bureau politique. C'est le bureau politique de l'Union fait la nation. C'est à l'issue d'un bureau politique que cette déclaration a été faite. Mais depuis, tous les partis membres, je crois que nous sommes 13, on a appelé tous les militants à la base. Ce n'est pas les militants de Cotonou ou Port-Nouveau, non. Chacun a, dans sa zone, tous les militants là, parti par parti, on les a appelés, on leur a posé la question. C'est plutôt eux qui disent, ne vous cramponnez pas à une candidature à l'international. Nous pourrions perdre. Et nous ne voulons pas perdre. Donc alors, c'est ça la différence entre la déclaration du bureau. De toutes les façons, il y a un rapport comme ça, des consultations que nous avons faites avec chaque parti. Et je crois que la semaine prochaine, ce sera une course effrénée pour étudier tout ça là et pour voir que faire. Vous annoncez donc la fumée blanche pour cette semaine. Monsieur Saka Fikara, vous avez indiqué en tout cas les difficultés que vous rencontrez à désigner votre candidature unique. Peut-on dire aujourd'hui que la candidature de l'opérateur économique Patrice Talon, qui se revendique comme le principal financier de l'Union fait la nation ces dernières années, est la cause véritable de la léthargie dans laquelle vous végétez, dans laquelle la coalition Union fait la nation végète depuis quelques mois? Je voudrais dire une chose qui n'est pas la décision de l'Union fait la nation, mais moi personnellement, en tant que démocrate, j'entends dire dans les journaux, partout sur les télés, des gens condamnés la candidature des hommes d'affaires. Sur le plan juridique, ils n'ont pas le droit de le faire, de condamner cela. Tous les citoyens ont le droit de se porter candidat. Tous les citoyens ont le droit de se porter candidat. Et je trouve que dire que parce qu'il est opérateur économique, que quelqu'un est opérateur économique qui ne peut pas être candidat, c'est ajouter un autre critère au critère de la constitution de notre pays, et c'est inacceptable. Je crois que tous les citoyens peuvent, lorsqu'ils remplissent les critères, peuvent être candidats. Je voudrais dire également que ce n'est pas seulement au Bénin que des hommes d'affaires deviennent président de la République. D'ailleurs, si vous regardez, prenons ce que nous considérons comme la plus grande démocratie du monde, aux États-Unis. Vous connaissez le président Carter. Je crois qu'il doit avoir été élu en 1978. C'est un grand homme d'affaires. C'est le premier producteur de cacahuètes aux États-Unis. Vous connaissez les Bush. C'est une grande famille d'hommes d'affaires. Ils sont dans le pétrole de génération depuis des générations. En France,
en France. Giscard d'Estaing, c'est un homme d'affaires, c'est un banquier. Celui qui a succédé à De Gaulle, Pompidou. Pompidou, il est d'une famille d'hommes d'affaires. Et ça lui a même causé certains handicaps. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, pour protéger les affaires de la famille, ils ont dû collaborer avec Vichy. Et ça lui a été un handicap lorsqu'il a voulu être président de la France. Celui qui est aujourd'hui le président de l'Ukraine, c'est l'un des plus grands hommes d'affaires de l'Europe. Donc alors, je crois que ce qui n'est pas interdit par la loi, il ne faut pas que nous puissions les interdire. Moi, je demande à nos compatriotes d'oublier ces critères. Ceci dit, moi, j'ai eu le premier choc, la première déception, je dirais, que j'ai eue, c'est la candidature de ces deux hommes d'affaires. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi, personnellement, les deux sont mes amis. Patrice Talon, à Diavon, c'est mes amis. Et puis les deux, pour la première fois que des gens, moi, m'ont aidé pour aller aux élections cette année, l'un et l'autre, ils ont aidé tout le monde. Ils ont aidé tout le monde. C'est une erreur de croire qu'ils ne connaissent pas la politique. Ils connaissent la politique. Ces deux-là connaissent la politique. Je peux vous dire, nous sommes les acteurs au devant de la politique. Nous sommes les acteurs depuis 1991. Et je peux vous dire que ces deux-là, ils connaissent la politique. Quand vous allez les voir, ils vous décryptent la politique comme s'ils étaient des acteurs de premier plan. Ils vous donnent des conseils sur le plan politique. Donc alors moi je crois que tout ce que je regrette, c'est que les deux soient en même temps candidats. Donc la candidature qui pose problème, vous permettez, ce qui pose problème à l'Union fait la nation aujourd'hui, c'est bien celle de Patrice Talon, puisque lui, il était le financier revendiqué de l'Union. Aujourd'hui, il se déclare candidat et dès lors, le processus qui devrait permettre la désignation du candidat unique de l'Union, le processus bat de l'aile. Et on sent bien qu'il y a des membres de l'Union fait la nation qui ont déjà commencé à lui faire allégeance. Et il appelle d'ailleurs les membres de l'Union à le rejoindre. Dans la grande coalition, vous l'avez déjà indiqué, il y a au moins 2 députés de l'Union qui ont déjà choisi de supporter, de soutenir sa candidature. Et donc on ne peut pas dire que c'est à cause de lui que l'Union se trouve dans cette situation aujourd'hui d'incertitude. Je vais compléter la question de James William Bagidi en indiquant que le départ du président du parti, le président d'honneur du parti Alternative Citoyenne, d'une part, et d'autre part, du président du parti Restaurer l'Espoir, n'était-il pas des signes prémonitoires de ce qu'on observe aujourd'hui au sein de l'Union fait la nation? Non, je crois que je vous ai dit ce qui se passe et les axes sur lesquels nous faisons nos réflexions. Et je vous ai dit que le départ de nos amis de Restaurer Espoir et de Alternative Citoyenne, ainsi que de la présidente de l'UDBN, ça a reposé. C'est ça le problème. Si on était tous ensemble, en bloc comme ça, peut-être qu'on n'aurait pas insisté sur le principal critère aujourd'hui des candidats, à savoir quels sont les candidats
les partis politiques qui vous rejoignent. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème. Parce que si nous allons l'UN originel, on n'est pas très sûr de faire quelque chose. Mais je ne suis pas le trésorier de l'Union fait la nation. Je ne sais pas effectivement qui a aidé plus que quelqu'un. Mais ce que je sais, c'est que nous avons été aidés. Pas seulement par ces deux-là, non. Pas par ces deux-là. Il y a beaucoup d'autres qui nous ont aidés. Mais les deux, à ce que je sais, les deux nous ont aidés, peut-être, ils nous ont aidés principalement. Les deux, pas une personne, les deux. Voilà. Les deux. En conséquence, maintenant, est-ce que l'Union fait la nation peut se passer des ressources de ces deux-là, de ceux qui sont les financiers revendiqués et qui aujourd'hui sont donc dans la course eux-mêmes? Est-ce que l'Union peut se passer de leurs ressources et espérer gagner la présidentielle, même si les candidats parviennent, comme vous le exigez, à obtenir l'adhésion d'autres forces politiques? Oui, il faut que... Je crois que chacun doit avoir... Si je dis que je suis candidat, c'est parce que c'est une ambition, c'est une bonne ambition. Il faut que j'ai les moyens de cette ambition. D'accord? Compte tenu de la situation de retour à l'UN originel, avec le critère que chaque candidat doit nous dire quels sont les partis qui le rejoignent. Il y a d'autres critères, il y a beaucoup d'autres critères. Hein? Je parle de critère principal aujourd'hui, c'est ça. Il y a le critère non moins principal, le critère des moyens. On ne va pas aller demander à nos militants, dans les villages, ceux qui votent pour nous, de cotiser de l'argent pour aller faire. Bon, on le fait déjà pour la gestion. Pourtant, ce qu'on devrait faire. Oui, pour la gestion des partis membres. Leur demander un plus comme ça pour... Nous cotisons déjà dans la caisse de l'Union fait la nation, chaque parti. Nous demander un effort principal, je ne sais pas si ce que ça va faire. C'est un grand critère aussi, c'est un critère qui va déterminer le choix aussi, le critère des moyens que chaque candidat aura. Ça, c'est clair. Monsieur Saka Fikara, le candidat unique de l'Union fait la nation, si finalement il en est désigné un, bénéficiera-t-il du soutien de celui qui ne sera pas désigné lors des primaires? Est-ce que vous avez mis des balises pour que cela soit une effet effectif? Absolument. Absolument. Vous pouvez compter sur ce que je vous dis. Avant qu'on aille là, il y a des papiers, il y a des documents, il y a des engagements que chaque candidat prend. Si, à l'issue des consultations, ma candidature n'est pas retenue, je rejoins les rangs. Il y a des engagements qu'ils prennent, ou bien qu'ils ont déjà pris. Celui qui ferait autrement ferait une très mauvaise chose. Est-ce qu'il y a des sanctions prévues contre celui-là? Probablement, oui. Probablement. Avant d'aborder un autre volet de notre émission, vous avez indiqué que la possibilité que l'Union fait la nation fasse appel à quelqu'un qui n'est pas de la coalition pour porter le flambeau de la coalition politique aux prochaines élections présidentielles est bien perceptible. S'il advenait que ce choix-là s'imposait à vous, vous irez vers qui? Monsieur Benotin, vous me posez une question que je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir le portrait robot de celui avec qui vous pourriez... Non. Je vais vous dire. Depuis le début, cette éventualité n'a jamais été écartée. Et nous avons mandaté le président de l'Union fait la nation,
M. Aboussou Bruno de discuter non seulement avec d'autres partis, en l'occurrence, les partis de l'opposition qui se sont mis ensemble lors de l'élection de Maître Adrien Houmbédi à la tête de l'Assemblée nationale, non seulement de discuter avec tous ces partis pour que nous ayons un candidat commun, mais nous lui avons demandé de discuter avec tous les candidats, sauf bien sûr le candidat du président Yahya Boni. Même là, d'autres ont dit pourquoi pas, mais la majorité a dit non, c'est pas la peine. Donc alors, si cette possibilité-là n'existait pas, nous n'allons pas lui donner ce mandat. On lui a donné ce mandat. Donc alors, qu'en définitive, qu'au final, l'UN opte pour un candidat à l'extérieur était déjà une possibilité envisagée dès le départ. Mais on préférerait que ce soit un candidat à l'intérieur. Mais ça pose un problème si déjà à 3 mois des élections, vous ne savez pas sur qui la deuxième possibilité que vous avez prévue ira. Cela pose un problème quand même. Pas du tout. Pas du tout. Mais à 3 mois quand même de la présidentielle, on ne sait pas qui sera candidat à l'intérieur, s'il doit en avoir. On n'a même pas le portrait type de celui qui doit être candidat à l'extérieur. Lorsqu'on prévoit un plan A, en même temps le plan B est connu. Non. Nous travaillons sur le terrain. Nous travaillons. C'est la consigne. On a demandé à tous les partis de travailler sur le terrain. Mais l'Union fédération n'a pas démontré sa capacité à travailler sur le terrain, puisque d'ailleurs un ancien membre, en l'occurrence l'ancien député Vaudonou, disait de l'Union qu'elle n'avait pas les capacités, compte tenu de son organisation, je dirais de son inorganisation, de gagner des échéances électorales à venir. Oui, c'est possible. J'ai entendu cette version. Mais nous sommes les deuxièmes quand même pour 3 élections. Ça veut dire quand même que, d'une manière ou d'une autre, nous avons une organisation sur le terrain, malgré le déploiement que vous savez, le déploiement de moyens des FCBE et d'autres partis affiliés à FCBE qui ont aussi beaucoup d'autres moyens. Nous avons été constamment deuxième. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de l'inorganisation totale, comme le dit mon ami Vaudonou, et être deuxième à chaque fois. Non. Non. On travaille sur le terrain. Et puis la grande réunion que nous avons faite la dernière fois au Palais des Congrès, la consigne a été tout le monde travaille sur le terrain. Qui est votre candidat? C'est le candidat de l'Union fait la nation. Qui est-ce qu'il est? Attendez un peu. Nous travaillons sur le terrain. Moi, je vous quitte ici aujourd'hui. Je vais à Bonou, je vais à Misrité pour des réunions. Nous travaillons sur le terrain. Ils ont confiance en nous. Ils ont confiance en nous, les militants, en disant, faites vos palabres là-bas, sortez-nous quelqu'un. Mais nous voulons gagner. C'est tout. Vous voulez gagner et vous aurez face à vous... et puis ensuite, vous dites que à 3 mois, je vous dis que ce n'est plus 3 mois. C'est moins de 3 mois. Moins de 3 mois. Raison de plus de... Quels sont les partis qui ont déjà choisi leur candidat? Pourquoi tout le monde se concentre sur l'Union fait la nation? Justement, c'est la question que je voulais vous poser, puisque au moment où la fumée Blanche-Stade a sorti au niveau de l'Union fait la nation, la coalition Pouvoir les Forces correspond un Bénin émergent ont annoncé le nom de Lionel Zinsou qui sera le candidat des Forces correspond un Bénin émergent pour le compte des prochaines élections présidentielles. Oui, j'ai suivi. Votre avis sur la désignation de cette personnalité du Bénin? Écoutez, comme je vous ai dit, je suis proche du président Émile Alain Sissou.
j'ai fait la prison avec beaucoup de ses amis. Et quand nous sommes sortis, que nous devrions aller aux premières élections, j'ai suivi mes amis de prison et puis j'ai fait son parti. J'ai été élu pour la première fois sur la liste du parti du docteur Émile Dalin Zinsou. L'UNDP notamment. L'UNDP, je connais bien. Et puis, il n'y a pas que ça qui me lie à la famille Zinsou. J'ai ma tante directe qui a épousé un de leurs frères. Donc alors, j'ai des cousins qui sont de la famille Zinsou. Je les connais. Et puis, j'ai suivi ce que fait Madame Zinsou de la Fondation Zinsou ici. C'est extraordinaire. Cette femme est, franchement, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle tire son énergie, mais c'est une femme extraordinaire. Mais, ça, c'est autre chose. Maintenant, le candidat, je ne dirais même pas le candidat de FCBE, le candidat que le président Yahya a désigné, n'a pas été choisi, il a désigné. Il a désigné un candidat, en même temps on a vu certains barons sur le terrain appelant à soutenir la candidature de Lionel Zinsou. Monsieur Benoît, on les a vus tout ce week-end dans sa semaine écoulée sur le terrain, au nord, au centre, un peu partout. On sent que vous suivez beaucoup l'actualité politique, mais que vous n'êtes pas un acteur physique. Tout ce que je vois là, je sais lire ça. Mais ce n'est pas de ça. Vous m'avez posé une question. La candidature de M. Lionel Zinsou pose un problème d'éthique, pose un problème politique. Ce problème politique-là, ce problème d'éthique-là, ce n'est pas seulement à nous de notre génération. Parce que pour être le président d'un pays, il faut en connaître les us, il faut en connaître, comme dirait quelqu'un, la substantielle moelle sociologique de ce pays. Je vais vous dire, moi, ma fille, ne peut pas être présidente aux États-Unis aujourd'hui, au Bénin aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il porte mon nom, mais elle n'a pas vécu ici. Elle a vécu en France. Elle est béninoise, la Constitution. Bien sûr, la Constitution ne lui interdit pas, voilà. Comme j'ai dit. Mais être le président, vous savez, la différence entre les autres élections et l'élection présidentielle, c'est que c'est l'adhésion à un homme. L'adhésion du pays à un homme. Vous voyez? Il faut connaître la sociologie, il faut que les gens vous connaissent, pour que ce ne soit pas quelque chose d'imposé. Il faut quand même que l'esprit de cet homme-là corresponde à l'esprit du pays. Nous ne sommes pas seulement... Et puis, quand les gens veulent parler, et c'est ça, je me désole pour ça, on dit, il a fait la banque, il a fait ceci, il est... Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nos compatriotes qui ont fait la banque, nos compatriotes qui sont techniquement au point, qui ont fait de belles carrières à l'extérieur, il y a des postes techniques qu'ils peuvent occuper. Ils ne connaissent pas le Bénin pour en être le premier chef. Ils ne connaissent pas le Bénin pour en être le premier chef. C'est vrai que le Bénin est subdivisé, nous avons un truc ethnique un peu diversifié,
Mais il faut qu'ils viennent de quelque part, qu'ils connaissent au moins la sociologie, qu'ils soient en harmonie d'esprit avec eux. Il est venu comme ça. Il sera. Et puis, les gens de ma génération le considèrent, et vous aussi, le considèrent, excusez-moi, comme un homme dangereux. Vous ne lisez pas dans nos cœurs, monsieur Saka. En quoi est-il justement dangereux? Parce que il représente la pire chose, la pire maladie du capitalisme international, c'est-à-dire le capitalisme financier. C'est ça le problème. Les gens, quand j'ai suivi à la préparation de cette émission, j'ai suivi tout ce que les gens disent. Les FCBE, quand ils se réunissent, on dit qu'il a été directeur de banque, qu'il a le plus grand truc financier du monde. Mais justement, c'est ça qui est dangereux. Justement, c'est ça qui est dangereux. Et puis, dès qu'il est venu ici, la première chose, je ne dis pas, je ne confirme pas, la première chose que Yahi a faite de grave, c'est que c'est lui qui est rapidement, ils ont signé le problème de Bolloré rapidement, sans se rendre compte qu'il y avait un processus avant qu'il était là. Dès qu'il est venu, on a signé. Mais ça, on va revenir dessus. Et puis, ce n'est pas seulement les Béninois qui s'inquiètent de ça, c'est parce que lui-même, c'est un Français de souche. Il est plus français aujourd'hui que Béninois. Il est plus français. Notre compatriote. La plupart des personnalités de notre pays ont une double nationalité, nationalité béninoise, nationalité française. Le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe au niveau de la culture que chacun a. Moi, mon père je n'ai pas la nationalité française. J'aurais pu le demander. Le dernier passeport français que mon père a eu, c'est après l'indépendance, en 62 qu'il a eu. J'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Moi, je suis... Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas le papier là qui vous confère, je dis, la dahoménité, je veux dire la bénignité, c'est-à-dire le fait que vous soyez béninois, dahoméen. Ce n'est pas un papier. C'est une affaire de culture. Vous avez vécu là. Vous avez vu. Vous avez vécu. Vous sentez. De l'extérieur, on peut voir comment évolue le pays. Lionel Zinsou a été conseiller du chef de l'État de 2006 à 2011. Il connaît un peu les réalités du Bénin, selon ce que disent ces partis-là. Monsieur Baguidi, j'ai lu sur les réseaux sociaux, j'ai lu sur un journal en France que même les gens, les responsables du Parti socialiste français trouvent que c'est un danger, porteur de guerre, de fraude. On ne dira pas qu'il est porteur de guerre, puisque s'il vous plaît. On ne permettra pas ça au noir. Non. Vous savez, ce que je dis, je suis un homme d'expérience. Qu'est-ce que Martine Aubry, qui est aujourd'hui considérée comme l'une des grandes personnalités du Parti socialiste, qui dit que c'est dangereux, que Zinsou Lionel ne connaît pas le Bénin et qui ne peut pas être le président du Bénin. Et qu'il faut éviter, écoutez-moi bien, qu'il faut éviter que des tripatouillages
qui peut être éventuellement organisé cause des problèmes à notre pays. Et que d'ores et déjà, il dit que ce n'est pas le candidat que le Parti socialiste, il n'est pas le candidat du Parti socialiste, que tout ce qui se trame dans cette affaire, le Parti socialiste n'est pas responsable. Il a dit ça. Ensuite, moi, je veux dire une chose sur cette question. Mais comment ça? Comment il va le faire? Moi, j'ai suivi toute la campagne de Kérékou en 1996. C'est vrai qu'au sud ici, il ne nous a parlé que le français. Mais je vous assure, hein, lorsque cet homme-là, il est allé dans la Takura, il m'a surpris. Dès que vous arrivez quelque part, il commence à danser, il prend le micro, il parle sa langue, tout le monde est en transe. On sent qu'il est de là. C'est ça, notre pays. On a eu des députés au Bénin ici qui ont passé tout le temps en Europe, mais jusqu'à là où nous parlons, qui ont du mal à prononcer une phrase en fond ou bien dans leur langue maternelle. On ne va pas citer de nom, mais il se fait que Lionel Zinsou est le candidat, bien entendu, des forces Bénin émergents et votre candidat unique qui sera connu probablement dans quelques jours, fera face à celui-là qui est donc désigné pour sûrement peut-être porter l'héritage de Boni Yahi. L'héritage de Boni Yahi. Oui, c'est un héritage très difficile. C'est un héritage très difficile. Et puis la première chose qui m'a surpris, c'est cette flopée. Nous sommes maintenant à une centaine, on m'a dit, hein, de candidatures. Je lis des choses très, très, très ridicules même sur le net. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je réfléchis toujours. Si je trouve la réponse avant, je vous appellerai. Mais je ne trouve pas que 50, 60 personnes se déclarent candidats. Ce que moi j'aurais voulu, c'est ceci. Et je dis ce que je dis est sincère. C'est la première fois que je vois qu'il y a des candidats de très bonne facture. Moi, je trouve que Patrice Talon connaît le pays. Il connaît le pays. Je trouve que Adjavan Sébastien connaît le pays. Nous l'avons reçu des années entières en tant que président du patronat à la commission des finances de l'Assemblée nationale, où nous lui demandions son avis sur les dispositions, les nouvelles dispositions fiscales que les gouvernants successifs prennent depuis Kérékou. Alors là, j'ai vu une dimension que c'est à l'Assemblée que je les connais. Posez-lui, il connaît tous les problèmes qui se posent aux entreprises du Bénin. Ça, il connaît, il décrypte ça, il nous dit, il nous donne des conseils. Ce qu'il faut changer dans telle disposition. Si nous ne changeons pas, ce qui va arriver. Donc alors, ces gens-là connaissent notre pays. Je sais que Pascal Irede Paquet, c'est un beau technocrate. Mais il peut diriger le pays, mais c'est un banquier. Vous avez quelque chose contre les banquiers actuellement? Non, rien. Peut-être parce que le président Boni Yahi, banquier, a conduit le pays dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Non, je trouve qu'il faut faire l'expérience d'autres professions. C'est tout. Bon, c'est un banquier. Même chose pour Lionel Zinsou. Lionel Zinsou.
Banquier d'affaires. Lui n'est même pas seulement banquier. Banquier d'affaires. C'est le capital, c'est l'aile rapace du capitalisme international. Voilà un profil qui devrait quand même réjouir l'Union des Nations, puisque face à un candidat comme celui-là, qui apparaît comme un étranger dans une certaine partie de la classe politique, qui apparaît comme venu d'ailleurs et ouvrir la 25e heure et consort, il y a plus de chances de le battre que de battre un autre cacique des forces Corée pour mener émergent, non? Non. Le problème n'est pas là. Le danger, il est le candidat d'FCBE. Le parti qui est venu en tête. Des 3 consultations que nous venons d'avoir. Donc alors, sa chance d'être élu n'est pas du tout nulle. Et c'est pour ça qu'il faut s'inquiéter. Vous, acteurs politiques, vous êtes là pour faire votre travail non, sur nous le faisons, terrain nous le faisons, M. Gbanotin. De façon démocratique au moment venu afin de... Je n'ai pas fini ce que je disais. Un homme comme Abdoulaye Biotchane, qui est un banquier, mais qui est devenu politique. Le colonel Amoussou, il est bon. Je dis le colonel, le général Amoussou, il est très bien. Le général Bien, il est pas mal. Donc alors, nous avons vraiment de candidats, de bons candidats. Cette fois-ci, c'est la première fois. Fallait-il qu'il y ait une mais ils sont nombreux, mais on veut élire un seul président. De bons candidats en attendant de connaître le candidat de l'Union des Nations. Oui, mais on veut élire un seul président. Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir pour parler, tous ces types-là? Je crois que s'ils s'asseyent pour dire, écoutez, trouvons un critère pour trouver un seul président contre le candidat de Yahi. Si je gagne, si je ne gagne pas, je n'aurai rien. Mais si nous nous mettons ensemble, si notre candidat d'ensemble là gagne, je peux avoir quelque chose. Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir pour le dire? Ils sont tous bons. Vous les connaissez mieux que nous, vous connaissez leurs différents déplacements. Est-ce que vous sentez cette possibilité, ce cadre-là, se dessiner pour eux? Regardez bien dans le pays. Regardez bien, depuis 1991, aucun homme politique n'a jamais été candidat. Mais personne, je dis bien, n'a jamais été président de la République. On a eu des hommes politiques candidats, mais jamais élu président de la République. Non, je dis, aucun homme politique n'a été élu. Voilà, président de la République. Mais aucun président de la République n'a été élu sans les partis politiques. Donc alors, les bonnes chances d'un candidat, c'est de voir quels sont les partis qui sont derrière. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Même si les partis politiques se chamaillent, hein, dès qu'ils se mettent ensemble derrière un candidat, ce candidat est élu. Toujours. Toujours. Donc alors, si vous décryptez cela, vous voyez bien qui est le candidat le mieux placé. Parlons maintenant de Boni Yayi et des décisions de justice. Voilà un sujet sur lequel vous êtes prononcé. Le président de la République, à l'occasion de sa récente visite aux travailleurs de l'OCBN, il a assuré, comme disait Tranquillin Akkad Gbenotin, de sa volonté de ne pas prendre en compte la décision de justice qui interdit donc au groupe Bolloré de poursuivre la réalisation, la modernisation entre griffes des rails du chemin de fer Cotonou-Parakou, Dosso, Niamey. Cette semaine, l'UNAMAB, l'Union nationale des magistrats du Bénin, est intervenue. La coordination des organisations pour des rails modernes au Bénin est intervenue aussi pour fustiger cette décision de justice. Vous avez également décidé de réagir. Pourquoi vous avez-vous choisi de vous prononcer d'abord?
Merci. Je crois que j'ai trouvé que le pays, que l'esprit du pays a fini, s'adapte au mal. J'ai trouvé que les populations de chez nous s'adaptent à l'inadmissible. Depuis que le président Yahi Boni a été élu, on a l'impression que la première chose qu'il veut avoir dans ses mains, c'est l'appareil judiciaire, c'est l'institution judiciaire. Le président Yahi Boni a eu tout. À partir depuis 10 ans, il a tout contrôlé dans le pays. Bon. L'Assemblée nationale, il a contrôlé. Vous avez vu, là où nous sommes tombés bas dans le rôle de l'Assemblée nationale, dans le rôle de contre-pouvoir. Nous avons failli. La Cour constitutionnelle, complètement soumise à Yahi Boni. Toutes les institutions. Mais l'institution principale, je dois vous dire, j'ai l'impression qu'on ne le dit pas très bien, ou bien très bien assez. L'institution principale, c'est l'institution judiciaire. L'institution principale dans un pays, c'est l'institution judiciaire. C'est l'institution dont tout le monde devrait avoir peur. C'est l'institution que chacun doit respecter. Et c'est ça dans tous les pays où on parle d'état de droit. Mais j'ai dit tout à l'heure que toutes les armes que notre Constitution donne dans les mains du président de la République lorsqu'il prête serment, la principale attribution, la principale tâche qu'il a fait, c'est de faire respecter les décisions de justice. L'ordre dans un pays, c'est la justice. L'ordre dans un pays, c'est la justice. Si l'ordre ne règne pas dans un pays, c'est que la justice n'existe pas. Et toutes les tentatives pour détruire la justice, ça veut dire que c'est une rébellion contre le pays. Donc alors, je constate que depuis le début, bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé à l'Assemblée, dans le cadre de tout ce que le chef de l'État a fait pour contrôler l'institution judiciaire, pour lui enlever le droit de protester, alors qu'il est le premier magistrat. L'instance suprême de l'institution judiciaire, c'est, comment vous appelez? Il est le président comment on dit? Le premier magistrat, selon ce qu'on nous Oui, dit d'habitude. mais non, il y a l'instance suprême de la justice qui décide de tout. C'est lui qui est le président. Et maintenant, la justice prend une décision. Tous les citoyens ont peur des décisions de justice. Mais lorsque le président de la République ne veut pas respecter une décision de la justice, mais ça veut dire que nous aussi, nous pouvons nous rebeller contre les décisions de la justice. Le premier critère qui rassure le citoyen béninois, qui rassure l'investisseur étranger,
c'est de se dire, quand je vais venir dans ce pays-là, c'est un pays de droit. C'est un pays qui respecte le droit. Si j'investis dans ce pays-là, mes investissements sont sécurisés. Alors, lorsque je trouve que le président de la République, il réunit son conseil des ministres, et le thème principal, c'est de contester une décision de la justice. Lorsque le président, pour satisfaire un investisseur, réunit les ouvriers et dit on ne respectera pas cette décision de la justice, alors qu'il a d'autres voies de recours. Comment vous l'expliquez? Comment expliquez-vous la posture du chef de l'État dans ce dossier? Le chef d'État qui vient parler au nom de Bolloré devant les travailleurs de l'OCFN. Et qui ridiculise vous, en tant que politique de ce pays, comment vous l'expliquez? Vous le trouvez le premier jour, j'ai vu ça le dimanche dernier, soir. Je ne sais pas sur quelle chaîne. Et je me suis dit, cet homme, il veut réveiller le chat qui dort. Les gens ont commencé à repasser ça le lundi. Ce n'est pas ce qu'il a fait qui m'a le plus fait mal. C'est la non-réaction des autres. Et puis, toute la semaine s'écoulait et personne ne disait rien. On faisait ça. Il n'y a que les journalistes qui combattaient la chose. Pas de réaction de la classe politique. Pas de réaction des magistrats eux-mêmes jusque-là. Pas de réaction. Les magistrats, l'UNAMAB a finalement fait son oui, bien sûr. Pas de réaction des démocrates de ce pays. Tous nos anciens, tous nos professeurs qui vivent encore. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Parce que vous finirez, ça va finir par s'entasser dans l'esprit des jeunes qu'on peut contester les décisions de la justice. Et c'est ça qui est le grand mal. C'est pourquoi moi, j'ai dit, je ferai une déclaration de presse. Non seulement pour condamner les propos tenus par le chef de l'État, mais pour déplorer la non-réaction de tous les démocrates, de tous les partis de ce pays. Parce que vous avez même cité des noms, vous avez cité des membres du gouvernement, notamment Lionel Zinsou, le vice-premier ministre Abiola. Non, voilà ce que j'ai dit. Vous avez interpellé d'autres personnes. Oui, j'ai interpellé tout le monde. Et j'ai interpellé principalement monsieur, maître Adrien Ngweji, en tant qu'avocat, en tant que citoyen. Ensuite, en tant que président du PRD, et puis surtout en tant que président de l'Assemblée nationale. J'ai interpellé les anciens présidents du Parlement béninois. Le président Moussou, le président Idikola Olé, le président Nago. Et j'ai demandé que le Premier ministre, Lionel Zinsou, vienne sur les télés. J'ai demandé à vos collègues journalistes qui étaient là, j'ai dit, la première occasion, demandez-lui quelle est sa position sur cette déclaration de contestation. Demandez-lui quelle est sa position sur la contestation des décisions de justice du président de la République. J'ai l'impression que les journalistes sont bons. C'est les seuls qui jouent aujourd'hui le rôle d'opposant, en fait, dans le pays. Mais il faut qu'ils foncent un peu plus. La première fois que vous allez voir le Premier ministre Lionel Zinsou, demandez-lui quelle est sa position sur cette déclaration. Est-ce que le président de la République d'un pays peut contester, peut refuser d'appliquer une décision de justice, alors qu'il y a d'autres voies de recours? C'est pour ça que vous parlez de violation de son serment.
Nous sommes habitués. Yaya Boni nous a habitués à toujours violer son serment. Ce n'est pas ça le problème. Il a toujours violé. J'espère que ce que je dis, vous ne me saisissez pas. Nous sommes habitués depuis 10 ans à ce qu'il viole son serment à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Mais ce dont je tirais satisfaction, c'était que les gens protestaient. Les gens refusaient. Les gens sortaient pour protester. Le jour où les historiens, vous, les journalistes, tout ce que vous faites chaque jour, tout ce que vous enregistrez, tout ce que vous écrivez, c'est l'histoire. Lorsque vous allez faire la compilation, dans 20 ans, 50 ans, 100 ans, ce sera l'histoire. Ce que je voudrais qu'on perçoive dans ma sortie de jeudi dernier, c'est que le pays commence à s'habituer à ces choses-là. Est-ce que ce n'est pas parce que on est à 3 mois de la fin et puis bon, on te dit il va finir, il va continuer de violer ses engagements et puis dans quelques mois on aura quelqu'un d'autre qui nous... Mais ça va... Je vais vous dire. Ces violations, ces refus de respecter les décisions de justice, ça nous a assez coûté. Ça nous a fait coûter déjà dans le cadre de talons de PVI contre le gouvernement du Bénin, 142 milliards, vous vous imaginez, 142 milliards. Et puis, il peut partir n'importe où, il peut tout faire. Le type prendra ses sous, ça c'est clair. Aujourd'hui, 100 millions par jour. Par jour, 100 millions. Il s'amuse avec ça. Il vient, il ridiculise notre justice. Il a des citoyens français là qui travaillent avec Bolloré. Et puis il parle, les types acclament et rigolent parce qu'il dénigre notre justice. Il dénigre le pays, la justice dont il est le chef. Il est le chef de la justice, le président Yaya Boni. Il ridiculise ça et les autres rigolent. Alors que vous pouvez tout faire. Les 100 millions par jour, on paiera ça. Le Bénin doit ça. Tant qu'ils vont commencer à faire comme le président de la République fait, c'est les caisses de l'État qui vont souffrir. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Et pourtant, je me pose quelquefois des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que j'ai été à l'école quand même avec Yaya Boni. Bien sûr, nous avons fait l'université ensemble. Si nous avons fait toutes ces études pour en arriver là, lorsque nous avons des responsabilités supérieures dans le pays, alors je me pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui a pu arriver à cet homme que j'ai connu? Pourquoi, lorsqu'il a eu ses responsabilités suprêmes dans notre pays, pourquoi il se comporte de cette manière? Pourquoi ne pas discuter avec les deux parties? Pourquoi ne pas demander à Bolloré de faire une autre voie de recours? Pourquoi c'est lui-même qui se met devant pour dire on ne respectera pas la décision de justice? Vous le voyez en mission après toutes ces interrogations? Vous le voyez en mission? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pensez qu'il est sous pression, le président de la République, après toutes ces interrogations? Vous savez, lorsque vous êtes un homme politique, lorsque vous avez des responsabilités, lorsque vous êtes à la place qu'occupe aujourd'hui le président Yaya Boni, vous avez beaucoup de pression. Mais il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Lorsque
la place que vous occupez, le serment que vous avez prêté, c'est la dernière digue que vous ne devez pas dépasser. C'est de ne pas violer, c'est de faire respecter. Vous pouvez leur dire, bon, moi je ne peux pas faire ça. Mais Bolloré lui-même, il sait qu'il va payer. S'il fait ça, il va payer. Il sait qu'il a abonné à 3 mois de son départ. Personne, aucun président élu ne refusera de payer ces choses-là. Donc c'est l'un des problèmes auquel fera même face le prochain même si par extraordinaire, même si par extraordinaire, je ne le crois pas, je pense que c'est pratiquement, le risque n'est pas vraiment. Si le Zissou Lionel même est élu, il paiera. Il paiera. Le prochain président du Bénin qui sera élu paiera. Monsieur Saka Fikara, on va conclure en interactualité. Vous avez appelé au cours de cette émission à une indignation saine face aux problèmes de gouvernance, à une indignation qui tarde à venir dans notre pays. Mais ailleurs, on l'a enregistré ces derniers mois, ces dernières semaines, notamment au Burkina Faso, après la chute du président Blaise Compaoré. Les Burkinabés ont réussi, après un laps d'instabilité politique dû à un coup d'État organisé, ils ont réussi à organiser l'élection présidentielle. Marc Christian Kaboré a gagné au premier tour. Il n'y a pas eu de contestation. Les leçons à tirer au Bénin. Oui, j'ai appelé un ami hier qui est à la Sénat. Il m'a dit, écoute, nous avons des problèmes. Je dis, quel problème? Il dit, nous avons suivi comment les choses se sont passées en Guinée. Nous avons suivi comment les choses se sont passées en Côte d'Ivoire. Et surtout, nous avons suivi comment les choses se sont passées au Nigeria et au Burkina Faso. Comment se fait-il que, en moins de 24 heures, 48 heures maximum, les résultats sont là? Donc, aujourd'hui, dimanche, ils vont au Nigeria pour voir les dispositifs techniques qui permettent de faire ça. Et ça comment dirais-je, ça prête moins à contestation lorsque les résultats sont donnés très rapidement. Et c'est ça, ils vont là-bas aujourd'hui pour ça. Mais je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, ils vont faire chaos encore. Je vais dire à tous mes compatriotes, à tous ceux qui nous écoutent, qu'il est impossible de faire chaos sur du néant. Pour faire chaos, il faut que la personne, on voit que la personne est présente dans telle région pour ne pas prêter à contestation. On ne peut pas dire que moi, je suis candidat demain et je fais chaos. Ce n'est pas possible. Je vais vous dire, s'il doit y avoir chaos aujourd'hui, le 28 février, ce sera le candidat de l'Union fait la Nation qui va faire chaos. Bon, chaque chapelle est bien optimiste. Votre conclusion en 10 secondes, M. Saka Fikara. Les 90 minutes sont pratiquement finies. Merci. Je vous remercie beaucoup, M. Benotin. Je vous remercie beaucoup, M. Bagdi, de m'avoir invité à votre causerie. Je remercie aussi tous les téléspectateurs de Eden TV et tous les Béninois. Je voudrais leur dire d'être patients. Je vous dis surtout aux membres de ma coalition, l'Union fait la Nation, que nous sommes conscients de leurs inquiétudes et que nous travaillons pour que nous ayons le meilleur candidat qui nous permette de gagner. Nous ne sommes pas les seuls à ne pas nous prononcer jusqu'ici. Tous les partis presque, tous les grands partis presque de la coalition qui a remporté les élections
à la direction de l'Assemblée nationale. Tous les grands partis n'ont pas encore choisi. Nous nous concertons, nous parlons. La fumée blanche sortira dans quelques heures. Merci à vous. La fumée blanche sortira dans quelques temps. Merci. Merci donc à vous, Saka Fikara. Aujourd'hui, donc, l'invité de Dimanche Politique, Saka Fikara, ancien député de l'Union Fait la Nation, a accepté d'opiner pour nous sur plusieurs sujets, notamment les élections primaires au sein de l'Union Fait la Nation. Il n'exclut pas que le candidat de l'Union soit finalement un candidat qui choisit hors de cette alliance politique, l'essentiel étant que ce dernier soit en mesure de faire gagner l'Union Fait la Nation. C'est la condition, selon lui, que les militants ont posée au choix de ce candidat. Pour ce qui concerne le candidat unique des forces Cori, pour un Bénin émergent qui va affronter le candidat de l'Union Fait la Nation, il estime que le choix du Premier ministre Lionel Zinsou, c'est le choix du capitalisme financier, un choix qui, selon lui, est dangereux pour le pays. Il rapporte les propos de Martine Aubry qui n'approuverait pas ce choix et qui ne serait pas comptable, selon Saka Fikara, que le Parti socialiste français ne serait pas comptable de ce choix pour ce qui concerne la prochaine élection présidentielle au Bénin. Il estime de toute façon que Lionel Zinsou est un candidat que devrait battre le candidat de l'Union Fait la Nation, puisqu'il est persuadé que ce dernier sera victorieux à l'issue de la prochaine présidentielle. Nous avons parlé également des décisions de justice, pas plus que nous. Notre invité ne comprend l'attitude, la posture du chef de l'État qui systématiquement viole les décisions de justice. Mais ce qui le chagrine plus, c'est aujourd'hui l'accoutumance dans laquelle se retrouve la classe politique et les acteurs du système judiciaire en particulier, qui, semble-t-il, se sont habitués à ne pas s'indigner. Voilà donc l'essentiel de ce qu'on peut retenir du passage chez nous de Saka Fikara. Et puis, on rappelle très rapidement qu'il est né le 13 mars 1952 à Dangbo. Il est titulaire d'un baccalauréat série SC, formation université physique, chimie, sciences et économiques, où il obtient la maîtrise en 1979. Il est l'une des victimes du régime marxiste-léninisme. 6 ans de prison. Il a travaillé en France au laboratoire Renaudin en tant que responsable international. Il a été plusieurs fois député, 5 fois député, l'un des rares députés à avoir eu 5 mandats, bénéficié de 5 mandats au Bénin. C'est bien Saka Fikara. Merci de votre fidélité renouvelée. Suivez la rediffusion de Dimanche Politique sur Eden Télévision à 21h ce dimanche, sur Radio Diaspora FM à 22h et mardi prochain à 21h. Prenez le rendez-vous. À bientôt.